Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette occasion à l'organisation et merci à vous tous et toutes pour être ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter Netflix et les contenus queer. La plateforme favorise les produits LGBTQ+. Avant de commencer, je vais vous introduire à mon travail, au contenu marqué LGBTQ+ friendly et au pourquoi je me suis concentrée en particulier sur la plateforme de Netflix. À suivre, on pourrait se questionner sur les stratégies de la plateforme et si Netflix fait de l'ethic washing en mentionnant des exemples. Ça marche tout? Oups. Merci Stéphanie. Merci. Ok. Alors, pour ce qui concerne ma recherche, mon projet de recherche s'est intitulé La représentation des nouvelles générations et leur interaction avec les formes alternatives d'hétéronormativité dans les séries télévisées italiennes. Je souhaite explorer si et comment les productions italiennes abordent les questions de genre et d'orientation sexuelle, en particulier en relation avec les jeunes. L'objectif de mon projet de recherche est d'étudier comment les séries télévisées italiennes s'inscrivent dans un contexte international riche en représentation de ce type et comment elles mettent en scène la réalité des nouvelles générations ainsi que leur relation avec des formes alternatives à l'hétéronormativité, en se demandant comment les séries italiennes représentent les jeunes et leur rapport avec la queerness. Oui, c'est ça. Ces recherches et ma curiosité dans les sujets prend son point de départ dans l'augmentation de la quantité de produits réalisés avec l'étiquette LGBTQ+, sur les plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video. Les titres à l'écran pris par la page Netflix dédiée à ces contenus ne sont là qu'une partie de la production constante et croissante des séries télévisées et des films sur des thèmes LGBTQ+, que les principales plateformes de diffusion en continu ont lancé ces dernières années. Mais pourquoi Netflix de toutes les plateformes disponibles? Premièrement, à cause de son nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices. Aujourd'hui, Netflix est la principale plateforme de streaming avec plus que 230 millions d'inscriptions. Elle offre son service dans 190 pays et en 21 langues. Les grands succès qu'ont obtenu les OTT, c'est-à-dire les plateformes over the top, plus connues comme Netflix, expliquées par leur algorithme, utilisé par la plateforme pour suggérer aux spectateurs et spectatrices les films et les séries les plus intéressantes pour eux et elles en fonction de leur choix antérieur. Contrairement au cinéma, où les grands écrans dédiés aux films au gros budget, qui ont un fort potentiel de vente, l'avantage de ces plateformes est que leurs revenus sont basés sur les abonnements et non sur le succès individuel de chaque produit. Avec ces modèles d'affaires, les services OTT peuvent profiter pleinement du principe de longue traîne, qui permet d'investir dans des produits pour les grands publics et pour les publics de niche en même temps, en créant un catalogue de merchandise extrêmement varié et compétitif, en s'assurant de satisfaire tout le monde. Chris Anderson pense que les produits qui sont l'objet d'une faible demande ou qui n'ont qu'un faible volume de vente peuvent collectivement représenter une part des marchés légaux ou supérieure à celle des best-sellers. Si les canaux de distribution peuvent proposer assez de choix et créer la liaison permettant de les découvrir. C'est exactement ce qui s'arrive dans le vaste catalogue de Netflix, où il y a des places pour du contenu plus difficilement trouvable au cinéma et à la télévision, pour satisfaire un public minoritaire qui peine à se retrouver sur les grands écrans, surtout en tant que personnage protagoniste. Comme Anne Kustris l'a bien remarqué, et je vais vous lire la citation ici en la traduisant en français, une stratégie narrative a émergé pour transmédier la différence, où des récits politiquement contestés des personnages LGBTQ et les perspectives des femmes et des personnes racisées sont isolés dans des extensions transmédia à petit budget, tandis que les récits à grand succès demeurent principalement dans les domaines des protagonistes masculins hétérosexuels valides et blancs. En garantissant un catalogue varié, Netflix gagne en abonnés et en images, comme souligné par Paola Brembilla. Du point de vue des services, Netflix mise sur la haute définition, la convivialité de l'interface utilisateur et la diversification des types de contenus sous licence pour rassembler autant de niches que possible. Par-dessus tout, Netflix utilise une rhétorique promotionnelle qui exploite l'attention de l'entreprise aux besoins des utilisateurs qui ne peuvent pas être satisfaits par leurs diffuseurs.
C'est-à-dire que ces plateformes peuvent profiter d'une position très avantageuse en satisfaisant plusieurs publics à travers une expérience très personnalisée, comme Valentina le remarque. Tandis que chaque page d'accueil individuelle est structurée par l'algorithme de Page Generation, qui utilise les données de tous les autres algorithmes pour offrir l'expérience complète de Netflix, chaque ligne ou flux de la page d'accueil provient d'un seul algorithme et combine généralement popularité qui ne dépend pas d'une personnalisation et personnalisation. Juste en regardant un épisode sur la plateforme, on remarque des stratégies pour nous garder toujours attachés à l'écran. Dès qu'un épisode se termine, on a un petit compte à rebours de 10 secondes avant que le prochain commence. Dès qu'un film ou une série se termine, le même compte à rebours nous dirige vers des bandes annonces des futurs titres susceptibles de nous plaire. Mais Netflix n'est pas simplement un service de streaming. La société travaille également sur la création de sa marque et l'élaboration d'une dimension narrative sur le monde de Netflix. On remarque un sentiment de communauté, un espace public, un lieu de connexion. Sur les réseaux de la plateforme sociale, on peut remarquer que Netflix travaille sur la construction d'une communauté. La compagnie ne se limite pas à partager des vidéos promotionnelles des séries, mais elle suscite également des discussions en partageant des scènes spécifiques de ses productions, en se présentant comme un fan de ses propres contenus et en se positionnant du côté des spectateurs et spectatrices. Netflix cherche à satisfaire les attentes des fans et de leur proposer de nouvelles façons pour profiter de ses personnages préférés. En 2012, Netflix lance le site Tudum, qui tire son nom de son emblématique qui marque le début de chaque série Netflix. C'est un site pour les fans où ils peuvent découvrir les coulisses de leurs programmes préférés, explorer les histoires, les personnages et les vécus des acteurs. Les séries Netflix ne sont pas perçues comme des éléments séparés, des produits autonomes, elles font partie de la grande famille Netflix. En 2022, Netflix lance des jeux mobiles mettant en évidence ses intentions. L'objectif n'est pas de concurrencer Microsoft, Google ou Sony sur ces créneaux. On est plus en démarche de fidélisation pour retenir les abonnés et offrir plus de contenu. Chez Netflix, nous avons pour but de divertir le monde. L'idée de Netflix comme grande famille est toujours renforcée, cependant pas toutes les initiatives de Netflix visant à rapprocher son public ont connu succès positif. Baudouin Louise et Virginie Sonnet mettent en lumière deux cas dans sa tentative d'attirer un public jeune où la plateforme a suscité certaines critiques. En 2017, la sortie de la première saison de 13 Reasons Why, qui aborde la violence, les abus et qui présente à la fin une scène de suicide, a été critiquée comme inappropriée pour un public mineur et accusée d'esthétiser le suicide. Des études ont même été menées pour démontrer la corrélation et l'augmentation des suicides après avoir visionné la dite série. Dans ce cas, Netflix a dû réagir rétrospectivement pour redorer son image. La plateforme a choisi de déconseiller la série aux moins de 16 ans et, en fonction des épisodes, a posé un avertissement qui précise les raisons: drogue, sexe et violence. Bien que ces avertissements graphiques apparaissent clairement au lancement du contenu, ils ne sont pas appliqués sur la vignette d'exposition sur la fiche de la série lors de la navigation dans le catalogue. De plus, un avertissement sous forme de spot préliminaire au premier épisode a été ajouté. Formulé en face de la caméra par les acteurs de la série, ces avertissements s'adressent directement au public adolescent. À la sortie de la deuxième saison, la plateforme a réitéré en déconseillant la série aux moins de 16 ans et en imposant des avertissements spécifiques. Cette fois-ci, ces avertissements s'adressent directement au public adolescent, accompagnés d'un guide de discussion téléchargeable à l'usage des parents. Ces clips mettent en scène les acteurs de la série dans des décors similaires à ceux de la série, jouant le rôle de guide pour la réception du contenu. Les stratégies de la plateforme consistent donc non seulement à transférer une part de la responsabilité de l'accompagnement de la réception vers les parents et vers le monde associatif, mais également à démontrer le bien fondé de sa production ainsi que ses bénéfices. La série n'est plus un risque, elle se présente au contraire comme un révélateur des problèmes publics adolescents et un point de départ pour leur résolution. En début 2020, Netflix a mis en place une stratégie d'accountability aussi en réaction à la série Sex Education, sortie en 2019, qui traite ouvertement de la sexualité des adolescents avec des scènes et un langage explicite. Des groupes religieux, notamment catholiques, ont critiqué la série en France pour ses contenus. En janvier 2020,
Netflix a lancé la saison 2 de la série et a choisi de la positionner comme un outil éducatif en publiant un guide de 60 pages, intitulé Les petits manuels de sex education. Ce guide aborde des sujets tels que les règles, le consentement, la contraception et l'homosexualité. Netflix a largement promu la série et la guide en utilisant le storytelling et en mettant l'accent sur l'aspect éducatif. Cette stratégie a permis à Netflix de maîtriser sa communication, d'engager divers interlocuteurs et de présenter ses contenus comme bénéfiques pour le public sensible, tout en renforçant son catalogue et sa marque grâce à de nouveaux programmes et produits d'édition. Selon l'article de Baudouin et Sonnet, Netflix agit dans ce cas à travers les stratégies d'accountability, storytelling et ethics washing. On peut définir le ethics washing comme un terme anglophone décrivant les procédés de valorisation de l'image d'une entreprise par la mise en avant d'actions éthiques ou prétendues éthiques. Dans ces deux cas, par le truchement d'une démarche d'accountability, la plateforme participe d'un véritable renversement du paradigme institutionnel. Netflix a su s'emparer d'une accusation de déficit de protection des publics pour en faire une stratégie profitable sur le plan commercial et politique. Ces mécanismes s'échelonnent de la simple application d'une signalétique à l'autocensure ex post en passant par l'orchestration d'un storytelling redistribuant les responsabilités. Ce dispositif permet à la plateforme de dépasser et de déborder les structures institutionnelles traditionnelles qui concourent historiquement à l'encadrement des contenus et des téléspectateurs. En parallèle, en se concentrant sur la quantité de produits portant l'étiquette LGBTQ+ friendly qu'on a vu plus tôt, on se demande alors si la production de ces contenus et le support à la communauté montré par Netflix pourrait se traiter de rainbow washing. Le rainbow washing est décrit dans l'Urban Dictionary comme étant l'utilisation de couleurs et images arc-en-ciel sur la publicité, logos, vêtements ou autres produits pour indiquer un soutien progressiste à l'égalité LGBTQ en fournissant un minimum d'efforts. Le rainbow washing reste une technique marketing utilisée par les marques pour vendre plus de produits en améliorant leur image et en les rendant plus inclusives, mais continue à donner de la visibilité au mouvement LGBT+. Un atout pour la communauté en lui donnant de la visibilité ou un simple aspect marketing contre-productif qui profite à des marques qui ne s'engagent pas réellement. À certaines occasions, Netflix affichait son soutien à la diversité LGBTQ+, à travers plusieurs actions. La plateforme a utilisé des couples de séries telles que Orange is the New Black, Sense8, Umbrella Academy et Black Mirror pour décorer les stations de métro à Madrid et à Milan lors des événements Pride, avec le slogan Rainbow is the New Black. À Milan, Netflix a réagi à des commentaires politiques en publiant un guide éducatif lié à la série Sex Education. Netflix a également pris des positions politiques dans des pays moins ouverts à la communauté LGBTQ+. Par exemple, Netflix a annulé la production d'une série en Turquie en raison de la censure d'un personnage gay. Elle a également pris position contre des événements comme le Straight Pride Parade de Boston, refusant de sponsoriser un groupe anti-LGBTQ+. La plateforme gère également efficacement les réseaux sociaux en défendant la diversité et en répondant aux commentaires homophobes, comme dans les exemples ici. Alors là, on arrive à des questions. La mise en scène des réalités LGBTQ+, sur les plateformes de streaming a elle une réception qui touche le grand public ou, par rapport à la population qui regarde la télévision généraliste, reste-t-elle encore un phénomène de niche? Et Netflix et d'autres plateformes OTT investissent dans des contenus queer, principalement par souci d'image, donc ethic washing comme on a vu, ou y a-t-il des autres motivations non liées au marketing ou à la rentabilité commerciale qui les guident? Ces questions se situent au centre de ma recherche. J'ai cherché de vous donner ici des hypothèses sur lesquelles je suis encore en train de travailler. Pour répondre à la première sur la réception des produits Netflix, certainement le nombre des abonnés Netflix est élevé, mais il reste relativement bas comparé aux 5,4 milliards de personnes dans le monde qui utilisent la télévision. Même si Netflix a lancé des contenus qui sont devenus très populaires et qui traitent de thèmes queer, il faut se rappeler que, peu importe à quel point un phénomène est populaire, comme Anne Kustris nous fait remarquer, on se trouve souvent dans un boule qui nous montre les sujets plus proches de nos idées.
La deuxième question sur les motivations de Netflix est tout à fait une question à considérer par différentes perspectives et qui soulève plusieurs problématiques. En première, sur la production même des séries et sur le succès des plateformes de streaming ainsi que leur capacité à promouvoir du contenu inclusif. Deuxièmement, sur la communauté LGBTQ+, qu'est-ce que ça signifie de la représenter, pourquoi il est devenu si intéressant et important de parler maintenant et qu'est-ce que s'implique le fait d'en parler. Le monde queer montré à l'écran devient accessible à un public plus vaste, mais risque de perdre sa complexité dans une représentation plus généraliste. La frontière entre représentation et normalisation est brouillée, mais c'est pour ça que c'est important de reconnaître les clichés dans les représentations et de les contextualiser pour pouvoir les aborder critiquement. Je vous laisse sur ces réflexions, mais je serai très contente de les approfondir avec vous dans ces jours. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une question sur, vous évoquiez justement le rainbow washing, et je me demandais si justement l'usage de certaines représentations, de certaines couleurs, vous savez sur Netflix les miniatures elles sont personnalisées en fonction des utilisateurs et de leur goût, et je me demandais si ces usages en fait de rainbow washing étaient particulièrement destinés à des utilisateurs identifiés par la plateforme comme soit appartenant aux communautés LGBTQ+, soit ayant un goût prononcé pour ce type de contenu, ou au contraire, est-ce que c'était proposé à tout type d'utilisateurs? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'explorer. Alors, merci pour... Ok, je dois réactiver et lever l'audio toutes les fois. Comme ça. Merci pour la question. Comme je dis, je suis quand même en train de travailler encore ces discours. Je suis quand même encore un peu au début de ma recherche. Mais c'est sûr que dans les cas des manifestations politiques, du Pride et de tous les cas où Netflix a fait des manifestations publiques, là, c'était évidemment accessible à tout le monde et probablement le but, c'était d'arriver à tout le monde et probablement à qui n'utilise pas la plateforme. Parce que sûrement, il y a toujours derrière du marketing de mettre ton logo immense sur un mur ou dans une gare. Pour ce qui ça concerne la plateforme en soi-même, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de séries qu'on a nommées, notamment Sex Education, Orange is the New Black, Sense8, qui sont quand même arrivées à un public plus vaste, on dirait, et qui ont quand même eu beaucoup de succès. Donc c'est sûr que Netflix cherche d'arriver toujours le plus loin possible, parce que ça c'est aussi marketing. Mais en cherchant d'inclure probablement un public LGBTQ+, sûrement parce que la page dédiée est quand même très grande, ces déclarations sont très présentes, les manifestations physiques et sur les réseaux sociaux sont quand même là. Donc je ne sais pas si ça répond, mais c'est ça mes conclusions. Je me demandais, parce que c'est comme un gros travail introductif, ce que tu nous as montré, quelles étaient un peu justement tes pistes, tes avenues méthodologiques pour un peu répondre à ces questions, et à l'intérieur de ça, quelle était la place des fans et de l'interprétation, parce que ici, quelques remarques sur les images que tu as montrées, mais par exemple, tu avais mis comme plusieurs photos avec, ouais, celle-ci. Voilà, c'est très différent de faire la promotion du couple lesbien de Orange is the New Black et du couple de personnages principaux féminines de la série Glow qui ne sont pas des personnages queer. C'est qu'il y a de l'interprétation. C'est une lecture queer de la série Glow. Versus... oui, et celle-là, elle est officielle parce qu'elle est produite par Netflix, mais inversement, ceux qui font le plus d'interprétation, c'est les communautés de fans. Donc, comment ça va? Tu as parlé beaucoup de ce que fait Netflix, mais quelle va être la place un peu des fans dans les méthodologies que tu vas pouvoir mettre en place? Merci beaucoup pour cette question. Je vais partir en cherchant de faire une contextualisation de ces murs spécifiquement qui s'était réalisé dans la gare
de Madrid. Et c'est beaucoup plus long en réalité de comme ça. Il y avait des autres séries incluses, comme par exemple la fille là, Eleven from Stranger Things. Et après, il y avait aussi The Crown et ça me semble Sex Education, je pense. Mais sûrement Orange is the New Black. Je ne suis pas certaine pour Sex Education. Donc, dans ces cas-là, je dirais que la partie queer est plus vraiment dans les couleurs, vraiment le fait d'avoir l'arc-en-ciel, plutôt que sur les séries. Mais c'est probablement pour montrer des séries assez connues de Netflix. Et les associer probablement à la vision générale de Netflix. Comme je soulignais quand même, la plateforme cherche de créer ce sens de communauté, surtout à travers la plateforme Tudum que j'ai nommée. Il y a cette idée que les personnages et aussi les acteurs et actrices vont quand même un peu se mélanger, se retrouver ensemble dans différents récits, mais dans le même espace, qui c'est l'espace Netflix. Donc, je me dis que probablement, dans ces cas-là, c'était vraiment une façon de montrer toute la marque, un peu, tout Netflix comme les séries principales, et par contre, la vision assez inclusive qu'il veut donner de soi-même. En se référant, par contre, aux fans, là, il y avait cette partie qui, dans ces présentations, était touchée vraiment vite. Si je pense à la méthodologie que je voudrais utiliser, ça serait sûrement, ça garderait en considération sûrement la partie des réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même en communication, je dirais, assez fort. J'ai quand même trouvé tous des posts qui ont eu beaucoup de, ou quand même pas mal de commentaires et des réactions. Donc, ça, c'est quand même une bonne place où commencer et possiblement peut-être regarder sur tous les accounts Netflix de différents pays, même si je vais quand même me concentrer surtout sur l'Italie. C'est possible aussi voir les retours probablement quand, d'une façon un peu plus cachée, quand on est sur la plateforme et on voit la classification des meilleures séries. Alors là, on va comprendre qu'est-ce que c'est à la mode et donc qu'est-ce que ça fait un peu plus de retours. Mais donc oui, je suis encore au début, mais la partie de la réception, ça serait important pour moi. Dans mon cas en particulier, dans mon projet de doctorat, je devrais faire une période à Bologne, à l'Université de Bologne en Italie. Et dans ce cas-là, l'espoir, ce serait de rentrer en contact avec les productions ou les acteurs des séries italiennes, de Netflix et des autres plateformes aussi, et pouvoir parler aussi avec eux sur au moins l'interprétation personnelle de comment ils l'ont vécu. Et aussi, par contre, avec les publics, parce qu'il y a en Italie des chercheuses qui sont en train de travailler sur la réception des adolescents dans les lycées, donc avec vraiment l'interview. Donc ça serait vraiment des données très intéressantes à intégrer et que j'espère de pouvoir accueillir. Ce que rappelait Karl tout à l'heure, c'est que l'appropriation par les publics et l'intention de l'industrie souvent sont en désaccord ou peuvent être complémentaires ou opposés. C'est ça que je me demandais. Oui, ben, on a vu dans les exemples de Sex Education et 30 Reasons Why que dans ces cas-là, Netflix cherchait d'arriver aux jeunes, mais il était bloqué avant par les adultes et les parents qui ont dit que ce ne sont pas des contenus appropriés. Donc, c'est sûr que des fois, les intentions ne vont pas, mais peut-être une très bonne stratégie de la plateforme, mais quand même toujours sauver son image. Chose qui nous fait réfléchir beaucoup. Non, allez-y. Moi, je parle de toute façon tout à l'heure. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment intéressant. Je me demandais, est-ce que vous voyez une évolution dans l'investissement de Netflix dans des contenus queer du fait de la concurrence de plateformes comme Disney+, et qui vise à un public plus généraliste? Est-ce que vous voyez comme une diminution de cette volonté de s'afficher comme proposant des contenus queer? Dans les sens, si Netflix va proposer... Mais est-ce que justement Netflix reculerait un petit peu dans cette stratégie-là ou est-ce que c'est
comment est-ce que vous voyez ça évoluer avec des plateformes qui ciblent un public plus généraliste comme Disney+, puis qui sont vraiment en concurrence avec Netflix pour Ok. les usagers? Ben, j'imagine que quand même Netflix, comme on a vu, a beaucoup de subscriptions et déjà beaucoup de produits de ce type. Donc j'imagine qu'ils vont juste continuer sur ces lignes parce que ça semble fonctionner. Mais si on pense à Disney+, c'est quand même un exemple intéressant pour la mention qu'on faisait plutôt quand on parlait des broadcasts et du grand public au cinéma et public sur les plateformes. Ici, c'est très approprié selon moi l'exemple des contenus Marvel et le fait que tous les grands films qui vont au cinéma sont quand même encore sur les héros masculins et blanches, notamment Thor, Iron Man et tout le reste. Mais les espaces dédiés à des autres protagonistes, c'est pas maintenant c'est en train de changer dans les dernières productions, mais ça fait quand même 10 ans que Marvel fait des produits, non même plus qu'il y a les films, oui. C'est ça, comme pour donner des autres espaces aux personnages secondaires, mais pas si secondaires finalement, comme WandaVision par exemple. On a dû aller sur la plateforme, mais c'est ça, comme un personnage, une femme très forte, n'a pas trouvé son espace au cinéma, mais elle a juste trouvé son espace comme anti-héros dans le film d'un autre personnage, qui c'est le quatrième de Doctor Strange. Donc, je dirais qu'une plateforme comme Disney Plus entrant plus lentement et plus subtilement d'introduire des sujets de ce type, mais pas encore au cinéma où probablement il va quand même arriver, où il arrive depuis beaucoup plus longtemps, mais un peu à côté sur les plateformes. Merci beaucoup. Je me demandais en fait, dans un premier temps, je pense que Julia Enberg, avec son lesbian multicasting et son analyse de L Word, était très intéressant aussi, à savoir qu'il était sur la franche ligne, ou en fait sur la mince ligne, de plaire à un public lesbien et de plaire à un public un public hétérosexuel qui est habitué à la pornographie lesbienne. Fait que je pense que, je me demande en fait si vous allez, LGBTQ+, s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à faire, à dissocier les identités au sein de ça, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de soft porn sur Netflix. Et il y a des pages on parlait de fans, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de fans, mais qui répertorient en fait les time codes exacts des scènes de sexe lesbienne dans les productions Netflix. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu-là que Julia Enberg a étudié dans The L Word, qui n'était pas sur une plateforme, puis qui pourrait être intéressant en fait pour voir comment est-ce que justement c'est récupéré dans une perspective hétérosexiste. Merci pour cette question. J'ai eu effectivement façon de lire des articles sur le fait qu'il y a ou effectivement des critiques au Netflix sur le fait qu'il y avait beaucoup de représentations gays mais masculines et pas lesbiennes, ou quand même moins. Et ça semble que dans les dernières années, il a cherché quand même de promouvoir ça un peu plus. Mais si on pense à tout le spectrum queer, à tous les LGBTQ+, il n'y a pas beaucoup des autres représentations minoritaires. Il y a des représentations, par exemple, de la partie trans et bisexuelle, mais sur, par exemple, des personnes non binaires. Maintenant, je fatigue, par exemple, à voir des exemples. Je devrais y réfléchir, je pense. Et pas juste ça, aussi sur des personnages asexuels, par exemple. Mais il y a tellement de parties qui ne sont pas considérées. Il y a un traitement très différent dépendamment des identités. Comme ça, il va y avoir des personnages lesbiens utilisés comme politique de tip-washing, comme vous avez parlé, mais il va en avoir aussi qui vont être utilisés dans des récits hétérosexistes. En tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup. Donc, des registres, c'est ça, différents, en fait. Oui, sur ça aussi, il y a... Ils sont comme opportunistes. J'ai lu récemment un article de Sam Boursier
qui explique un peu aussi comme la représentation lesbienne est quand même assez encadrée, on pourrait dire encore, sur des femmes blanches qui quand même sont très féminines, mais il n'y a pas, comme, c'est pas très compréhensif encore là, de toute la réalité qu'on pourrait avoir. Donc oui, c'est quand même des débuts de représentation, mais on n'a pas tout couvert, sûrement. Peut-être que ça va arriver quelque chose d'autre. Mais j'avais encore une chose à dire que j'ai oublié plus tôt. Mais ça va, mais ça va parce qu'on n'a plus de temps. OK. Et c'est ça. Pour toutes les autres questions, je vous remercie vraiment pour les questions. C'est un très beau retour. Et pour tous les autres, je vais être disponible dans ces jours. Jusqu'à samedi, je vais être là. Merci beaucoup.